Je vous remercie donc de votre présence et en tant que présidente d'Adecosa CGT et au nom des fédérations CGT des banques et assurances, de la Poste et des finances et du syndicat de la Banque de France, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette très belle salle que beaucoup méconnaissent, qui est mise à notre disposition par la mairie du 2e arrondissement et qui la met régulièrement à disposition des personnes qui peuvent en avoir besoin, surtout issues du monde syndical ou associatif. Donc, nous avons donc ce colloque qui est intitulé « Pour une véritable accessibilité bancaire au service des usagers et des territoires ». Les revendications de la CGT que nous partageons en grande partie en tant qu'association de défense des consommateurs pour une véritable accessibilité bancaire ou inclusion bancaire, permettant à toutes et à tous, quels que soient ses moyens, d'accéder durablement à des produits et services bancaires adaptés à ses besoins et de les utiliser en tout point du territoire, cœur de ville, quartier populaire et monde rural. Donc, durant cet après-midi, nous aurons l'occasion d'aborder des questions telles que quelle implantation sur le territoire de la Poste, de la Banque de France, des banques en général? Quel accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale? Comment sont traitées les questions, les situations de surendettement? Et un sujet très préoccupant, la tarification bancaire, souvent abusive, mettant en difficulté les plus fragiles lors d'incidents de paiement. Nous finirons l'après-midi par une intervention d'attaque qui nous présentera sa dernière campagne contre les projets toxiques des banques. Mais sans plus attendre, je passe donc la parole à Lionel Mauguin qui va vous présenter et qui va animer donc le débat de cet après-midi. Et Lionel est journaliste à 60 millions de consommateurs. À toi la parole. Merci. Bonjour à tous. J'ai autour de moi des intervenants qui ont beaucoup de choses intéressantes à vous dire. Véronique Vetto de la CGT Banque de France, Aurélien Soustre qui est de la Fédération CGT des banques et assurances, Sylvie Bail, le secrétaire général CGT FAPT de Posto Paris et qui est membre du bureau fédéral, Bernard Filia qui est membre de l'Indecosa CGT, et puis Alain Packer qui devait être parmi nous et qui s'excuse de ne peut pas l'être. On va commencer par ma collègue Stéphanie Truquin, puisque vous savez peut-être qu'avec l'Union nationale des associations familiales, 60 millions de consommateurs a publié cette année et l'année dernière des études montrant comment les banques surfacturaient les personnes en difficulté financière, notamment par l'usage de commissions d'intervention, de frais, de lettres préalables à des rejets de paiement, de diverses choses qui fait que les gens qui sont déjà en grande difficulté doivent payer plus que les autres au titre des frais bancaires quand ils sont notamment au-delà de leur découverte autorisée. Franchement, c'est un colloque qui répond à une actualité brûlante aujourd'hui, puisque précisément les gens qu'on trouve sur les ronds-points en France actuellement nous disent qu'ils n'arrivent pas à terminer leur fin de mois. Ils ont tous pour point commun de payer des frais bancaires liés au fait qu'ils sont à découvert en fin de mois. Et c'est d'ailleurs très frappant qu'on reparle d'un plafonnement de ces tarifs bancaires juste en ce moment. Et la deuxième table ronde portera là encore sur un sujet qui est d'actualité, c'est la
l'accessibilité bancaire dans des secteurs, le milieu rural, où on constate une disparition des services bancaires, que ce soit la banque postale ou les services des banques commerciales. Et là encore, on aura des intervenants qui auront un propos très intéressant sur ces problèmes-là. Chaque table ronde se terminera par un certain nombre de propositions, de revendications, qui est partagée par tous les gens qui sont à cette table. Alors on va commencer par ma collègue Stéphanie Truquin, qui est économiste à l'Institut national de la consommation et qui va vous parler du montant et des conséquences des incidents bancaires. Merci Lionel. Effectivement, il y a 3 ans, Fabien Touquet, qui est juste devant moi de l'Union nationale des associations familiales, est venu à l'INC, à l'Institut national de la consommation, pour nous dire qu'il sentait un sujet monter au sein des UDAF, des unions départementales des associations familiales, sur les frais bancaires, sur le matraquage, on va dire, des personnes en difficulté par les frais bancaires. Et nous avons décidé à cette occasion de faire une première étude qui consistait à savoir un peu de quoi on parlait, de quel sujet parlait-on, quel était l'impact social et familial de ces frais sur les familles, et aussi quel était l'impact sur le budget des familles. Ça, c'était le premier axe de l'étude, c'était de travailler sur les familles. Le deuxième axe était de savoir, pour les banques, combien représentaient les frais. Alors on parle des frais d'incident bancaire, hein, pas de l'ensemble des frais bancaires, juste les frais d'incident. Que représentaient ces frais pour les banques. Et quand on a commencé à parler de cette étude, il y a un petit syndicat qui s'appelle la CGT qui est venu nous voir en disant nous, le sujet nous intéresse parce qu'on voudrait aussi voir quel est l'impact sur les conseillers bancaires. Que pensent-ils de ces frais? Alors moi, j'en parlerai pas trop parce que je pense qu'Aurélien, tu en parleras mieux que moi. Voilà, donc nous avions cette perspective assez large pour parler des frais bancaires. Donc le premier point sur les conséquences sociales et familiales, on s'aperçoit dans un premier temps que le poids budgétaire des frais d'incident oblige encore plus les familles à réduire leurs postes de dépenses, des postes de dépenses qui sont pourtant essentiels, qui sont sur l'alimentation, sur les vêtements, sur les transports. Alors c'est dommage, on n'a pas il n'y a pas de rétroprojection, mais j'avais des verbatims qui ressortent de cette étude. Par exemple, on avait une personne qui nous disait « J'ai même dû réduire les dépenses alimentaires, vestimentaires, plus de sorties, plus de voitures. Tout ça a été mis de côté. Je ne faisais plus que très peu de courses, 30 € par semaine par exemple, le minimum. » Donc c'était un premier constat que les ménages ont dû d'autant plus réduire leur budget de dépenses qui sont déjà très contraintes. Le deuxième point, c'était que ces frais peuvent provoquer un sentiment d'injustice et de colère, qui peut aussi se transformer en stress. Avec des gens qui disaient carrément « Je suis très en colère, parce que je me suis dit, c'est pas juste. J'ai une hantise des banquiers. Quelques jours avant le rendez-vous, j'ai des douleurs. » Donc et ça, c'était il y a 1 an et demi. Hein. On parle pas c'est pas des verbatims de gilets jaunes d'aujourd'hui. C'était il y a 1 an et demi. Il y avait ce genre de discours-là était assez présent. Une autre conséquence était que les personnes se sentaient atteintes dans leur capacité et dans leur dignité. Par exemple, une personne nous a dit « Je m'en suis sortie, mais bon, psychologiquement, j'ai encore ça en tête. Je ne pense pas être un voyou, j'ai toujours été honnête dans ma vie. J'ai été sérieux et je me retrouve presque à moins que rien vis-à-vis des banquiers. » Donc des sentiments très forts de rabaissement. Et enfin, ces frais ont des impacts sur la vie familiale avec, par exemple, une personne qui nous a dit une personne divorcée, qui nous a dit qu'il ne pouvait plus aller voir sa fille parce que par manque de moyens, il ne pouvait plus prendre le train pour aller voir sa fille et exercer son droit de garde tous les 15 jours pour aller voir ses enfants. Donc ça, on voyait des conséquences sociales et familiales assez fortes sur les familles. La deuxième étude que nous avons faite, c'était sur l'impact sur le budget des ménages, sur que coûtent les frais d'incident bancaire aux ménages en moyenne. Alors nous avons fait, à l'INC, grâce au journal 60 millions de consommateurs, nous avons fait un appel à témoignages pour récupérer des relevés annuels de frais. On en a récupéré environ 400 qui étaient exploitables.
Et on a pu constater que les frais d'incident représentaient pour une population générale, on va dire, une population sans caractéristiques de fragilité, 34 € par an de frais d'incident. Par contre, pour la population étudiée au sein de l'UNAF, c'est-à-dire une population qu'on qualifie financière, ces frais représentaient 296 € par an, soit 8 fois plus que des personnes lambda, on va dire, qui ne sont pas en fragilité financière. Donc ça, c'est un poids quand même assez important. Ce poids a depuis été confirmé par d'autres études, notamment par l'étude de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Et on constatait aussi qu'il y avait, dans les personnes en difficulté, il y avait un foyer sur 5 qui payait plus de 500 € par an. Donc quand même, c'est quasiment le montant d'un RSA qui partait en frais d'incident par an. Ce qu'on a pu constater, ce qui était un peu contre-intuitif, c'est que les personnes qui payaient le plus de frais bancaires n'étaient pas forcément les personnes qui avaient le moins de revenus. On avait des personnes qui touchent 2000 € par mois et plus. Ces personnes-là payaient 352 € de frais en moyenne par an. Donc dans les personnes qualifiées de personnes en difficulté financière, il y a aussi des personnes qui ont un emploi, qui ont des revenus fixes et stables. Ce sont des petits retraités, ce sont des personnes, des fonctionnaires, voilà, mais il y a quand même une population. Ce ne sont pas que des personnes qui sont aux minima sociaux. Et ça, c'est une caractéristique qui va un peu à l'encontre de ce que disent soit les autorités publiques, soit des personnes qui vont nous dire les personnes en difficulté, ce sont des personnes qui touchent les minima sociaux. C'est pas forcément vrai. Ensuite, on a cherché à faire une petite étude macroéconomique sur que rapportent en fait ces frais. Maintenant, on a vu ce qu'ils ont coûté aux ménages. On voulait savoir que rapportent-ils aux banques. Alors c'était assez compliqué parce que ce secteur est, comme vous le savez, peut-être assez peu transparent, donc il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée, il y a assez peu d'informations sur les rapports annuels des banques, peu d'informations sur les rapports de la CPR ou de la Banque de France. Donc on a dû, d'abord on a fait un questionnaire aux banques, parce que du coup on leur a quand même posé directement la question. Très peu de banques ont répondu, 5 sur 60. Et en plus des banques qui facturent assez peu de commissions d'intervention ou assez peu de frais d'incident de paiement, comme Boursorama ou ING. Crédit Coopératif a répondu aussi, HSBC qui n'est pas vraiment dans la cible de cette population en difficulté. Donc on a pu avoir quelques éléments par ce biais-là, et puis ensuite on a croisé des interviews off et différentes études ou des rapports parlementaires, le rapport Pogé Constant ou des informations de ce style. Et on a évalué que les banques généraient un chiffre d'affaires grâce à ces frais d'incident bancaire de 6,5 milliards annuels. Et sur les bénéfices, c'était aussi assez compliqué à évaluer, mais on a évalué des bénéfices de 4,9 milliards annuels. On s'attendait à une grosse réaction du secteur bancaire face à ces chiffres, notamment sur les profits générés. Comme ils le font d'habitude à ce genre d'études, hein, ils demandent la méthodologie, ils vont critiquer toutes les données. Donc nous, on s'attendait à ce qu'il se fasse ça. On se disait, s'ils critiquent les données, on va leur demander qu'ils nous donnent leurs chiffres, parce qu'il n'y a pas de chiffres, donc qu'ils nous donnent leurs chiffres. Mais en fait, personne n'a rien dit. Aucune réaction, même de la FBF a sorti un petit communiqué de presse, mais sans trop de réaction. Donc on se dit que peut-être même qu'on est en dessous de la vérité avec ces chiffres, on ne sait pas trop. Il y avait quand même eu pas mal de suites à cette première étude, notamment Bruno Le Maire a demandé au CCSF de travailler sur ce sujet, donc il y a eu plusieurs réunions sur les frais bancaires
au comité consultatif des services financiers. Il y a eu des dizaines de questions écrites et d'amendements déposés par le Parlement, issus de tous les groupes politiques. Et puis on a vu aussi le gouverneur de la Banque de France qui s'est impliqué personnellement quand même sur ce sujet. Gouverneur de la Banque de France qui est aussi le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Et puis des contrôles réalisés par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, sur la base de l'information collectée par l'UNAF notamment. Et enfin, on peut dire aussi que le sujet du modèle économique de ces frais bancaires revient sur le devant de la scène. Et puis enfin, la réaction un peu finale, on va dire, c'est ce fameux engagement de la profession bancaire dont vous avez peut-être entendu parler au mois de septembre. Alors il y a deux présentations de cet engagement. Il y a la présentation par Bruno Le Maire qui est un peu, enfin qui se voit en tout cas à l'origine de cet engagement, par Bruno Le Maire et par les autorités qui dans leur communiqué de presse font part de chiffres d'un plafonnement général des frais bancaires à 200 € par an et 20 € par mois pour les personnes ayant souscrit à l'offre client fragile, du développement de cette offre client fragile, d'augmenter le nombre de bénéficiaires de 30%, et enfin l'OIB qui devra dresser un bilan sur les progrès accomplis sur cette offre client fragile. Donc ça, ce sont des chiffres qui apparaissent dans les communiqués de presse. Par contre, dans l'engagement de la FBF, il n'y a aucun de ces chiffres. Et il n'y a en fait aucun engagement, ni envers les frais qui vont être plafonnés. Il y a une liste de frais, mais qui n'est pas exhaustive, et les banques en fait sont libres de plafonner les frais qu'elles veulent. Il n'y a pas de montant de frais, donc chaque banque sera libre de choisir son plafond, ou pas de plafond. Il n'y a pas de plafond ni par an, ni par mois. Elle s'engage à augmenter le nombre de bénéficiaires de l'OCF, mais elle ne s'engage pas sur un chiffre. Voilà, en fait, cet engagement n'a aucune valeur. C'est notre interprétation. Donc pour nous, il n'y a pas trop de, comme je vous dis, pas trop de valeur à cet engagement, d'autant plus que c'est un dispositif qui n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. D'une part parce que, comme vous le voyez, il y a environ 8 millions de clients qui dépassent tous les mois leur découvert autorisé. C'est une étude qui a été réalisée par Panorabank. Donc tous les mois, 8 millions de personnes dépassent leur découvert autorisé, donc se voient appliquer des frais. Les frais dont nous parlons, des frais d'incident. Pour l'OIB, il y a 3,6 millions de personnes qui ont droit à l'offre client fragile. Donc des personnes qui sont soit en commission de surendettement, soit qui sont fichées à la Banque de France. C'est quand même un nombre assez élevé de personnes en difficulté financière. Et en vert, donc, comme dit Fabien quand il présente ce graphique, vous ne voyez pas trop en vert ce qu'il y a écrit dedans, c'est normal, c'est tout petit, c'est à l'échelle. Ce sont les 350 000 personnes qui ont souscrit à l'OCF. Donc il n'y a que 10% des gens qui ont droit à l'OCF qui ont souscrit. Sachant que l'OCF plafonne, enfin pour l'instant, elle plafonne uniquement les commissions d'intervention. Et l'objectif en bleu, c'est l'objectif du fameux engagement qui montrait ce chiffre à 500 000 personnes. Donc vous voyez déjà un objectif qui n'atteint pas vraiment sa cible parce qu'on part quand même de 8 millions de personnes en difficulté. En plus, cette offre, elle est inadaptée et inefficace. Quelle heure il est? Vas-y. J'ai le temps. Cette offre, pour nous, elle est inadaptée et inefficace, et pourtant, on l'a promue au début, avec l'UNAF, mais en fait, on voit bien qu'il y a 90% des personnes qui n'y ont pas souscrit, des personnes qui ont droit qui n'y ont pas souscrit. Donc, on voit que cette offre manque de souplesse. En fait, elle n'offre qu'une carte à autorisation systématique. Donc, les gens sont contraints dans leurs moyens de paiement, il n'y a pas de chéquier. C'est un contenu en plus qui est stigmatisant. Elle s'appelle offre client fragile. Alors, il y a certaines banques qui ont changé le nom, mais les personnes ne se voient pas comme client fragile et ne veulent
ne veulent pas surtout être identifiés comme clients fragiles. Donc ils y voient un contenu stigmatisant. Ils sont pas, Et puis il y a un problème de relation avec la banque, de confiance. Les clients se demandent pourquoi la banque leur propose cette offre. Ils n'ont pas réellement confiance dans l'offre proposée par la banque. Et puis d'un autre côté, les banques ne promeuvent pas cette offre. Elle est proposée à 3 € par mois. Donc elle n'est pas rentable pour les banques. Et d'ailleurs, les banques le disent, et c'est même inscrit dans leur engagement, cette offre n'a pas vocation à être diffusée massivement. Les clients n'ont pas vocation à rester dans ce dispositif. Donc on voit bien qu'elle est... En plus, les conseillers bancaires ont des objectifs commerciaux. Cette offre va à l'encontre de leurs objectifs commerciaux. Donc voilà, c'est une offre qui n'est pas promue. Donc pour nous, l'engagement ne va pas atteindre ses objectifs, d'autant plus qu'il repose sur des engagements auxquels nous ne croyons pas. Ce n'est pas la première fois que les banques font des engagements. Et d'autant plus que nous avons cette année sorti une nouvelle étude avec 60 millions de consommateurs sur une pratique que nous avons découverte au sein du groupe BPCE. Donc on vous représente ici un peu quel était le sens de cette pratique. Vous avez là, ce sont des opérations qui sont réalisées au cours d'une même journée. Donc ça, c'était avant que la pratique soit... Vous voyez pas... C'est pas possible de mettre en plein écran, plutôt, parce que là, il n'est pas en plein écran. Ah oui, Tu peux mettre en Il n'est pas en diaporama. en bas. On ne voit pas bien, forcément, s'il y a un peu de reste. En bas à droite. En bas à droite. Ou alors avec le contre-voix. Le truc à côté de 24%. De 60. Ça, c'est ça. Voilà. Le truc, voilà. On recommence depuis le début. Non, mais ça, c'est bien mieux. Donc là, ce sont des opérations qui sont réalisées sur une journée. On part d'un solde de 100 €. Et on a un certain nombre d'opérations. Donc vous voyez les deux premières opérations en débit, le solde est toujours positif. À la troisième opération en débit de 140 €, le solde passe négatif pour la première fois de la journée. Et puis on a une opération créditrice et une deuxième opération débitrice qui va passer le solde en débit. À la fin de la journée, le solde est clôturé en débit à moins 150 €. Et là, la banque va facturer les deux opérations qui ont fait passer le compte en débit pendant la journée, avec une commission d'intervention à 8 €. Donc on a 16 € de frais d'intervention. Ça, c'était en 2017. Et puis en novembre 2017, on a eu cette nouvelle pratique qui a été appliquée. Si tu peux passer. Exactement les mêmes opérations pendant la journée, avec le même résultat, c'est-à-dire un compte débiteur de 150 € à la fin de la journée. Mais là, la banque va facturer toutes les opérations débitrices, y compris celles qui n'ont pas mis le compte en débit. Donc on avait 4 opérations qui étaient passées, 4 opérations débitrices. On va avoir 4 commissions d'intervention facturées pour exactement le même résultat. Donc la banque va facturer 32 € de commission d'intervention, elle a doublé en fait ses commissions. Donc pour nous, on va considérer que cette pratique est illégitime au minimum, mais voire même illégale, parce que la définition d'une commission d'intervention qui est définie dans le Code monétaire et financier, c'est une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier. Or, dans les 4 opérations facturées, il y en a 2 qui n'entraînent pas d'irrégularité. Donc pour nous, les 2 commissions qui sont facturées sont illégales. Donc dès que nous avons publié cette pratique, alors déjà il y a quand même 30 millions de clients à la Caisse d'épargne et au groupe, à la Banque Populaire qui ont pu se voir appliquer ces commissions d'intervention.
dès que nous avons publié cette pratique, Bruno Le Maire a sorti un communiqué de presse en disant qu'il allait demander aux autorités de contrôle prudentiel d'intervenir le plus rapidement possible. Il a apparemment aussi contacté la FBF pour savoir si cette pratique était vraiment appliquée. Nous, de toute façon, nous avions contacté le groupe BPCE avant la publication du journal qui avait bien confirmé cette pratique. Et d'ailleurs, le groupe BPCE, dès le lendemain, a publié un communiqué de presse pour dire qu'elle arrêtait tout de suite cette pratique et que les clients qui en feraient la demande seraient remboursés des frais. Donc, elle n'a pas vraiment communiqué énormément sur ce fait-là. Hein. Pardon ? Non, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et le savoir. D'ailleurs, on ne se prive pas de le faire. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que, apparemment, la CPR, ça y est en train de faire les contrôles. La DGCCRF aussi, apparemment, fait des contrôles. Ce qu'on espère, c'est que, dans un premier temps, les résultats de ces contrôles soient publics. Parce que l'une de notre première demande, je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais l'une de nos premières demandes, c'est la transparence non seulement sur les données des banques sur les frais, sur le nombre de personnes sur le nombre de personnes qui souscrivent à l'OCF dans leur réseau. En gros, que les données qui sont récoltées par l'OIB, par l'Observatoire de l'inclusion bancaire, soient publiques et nominatives, parce qu'actuellement elles ne sont pas nominatives, c'est-à-dire même les membres de l'OIB n'ont pas le nom des banques, ils n'ont que des informations non nominatives, parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'un des grands leviers d'action possibles, c'est l'effet de réputation. Et pour en gros faire du name and shame ou du name and fame, il faut que ces données soient nominatives, qu'on puisse le faire. Il faut aussi que les résultats des contrôles de la CPR et de la DGCCRF soient eux aussi rendus publics et nominatifs. Et on espère bien que si l'une de ces deux autorités qualifie d'illégal ce type de pratique, eh bien que les clients soient automatiquement remboursés et pas uniquement sur demande, comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième demande et proposition qui sont faites avec l'UNAF, ce serait d'être dans la prévention des incidents de paiement et dans un meilleur accompagnement des personnes en difficulté, notamment grâce au point conseil budget, au PCB. Donc c'est toute une chaîne de prévention qu'il faut mettre en place. Mais se pose encore la grande question. Donc le principe des PCB, a priori les autorités sont assez d'accord. Maintenant il manque le financement. Parce que même si les autorités, les pouvoirs publics sont d'accord pour la mise en place des PCB, pour l'instant ils n'ont pas prévu leur financement. Donc on ne sait pas trop comment ça va pouvoir être pérenne s'il n'y a pas de financement, et nous on aimerait bien prévoir un mode de financement, peut-être en faisant participer les banques à ce financement. Et le troisième point serait pour nous de plafonner les frais d'incident, non seulement pour les personnes qui souscrivent à l'OCF, mais de façon beaucoup plus largement à tous les clients des banques. Peut-être pas le même niveau de plafonnement que les personnes qui ont souscrit à l'OCF, mais quand même un plafonnement global qui prendrait en compte tous les frais qui sont liés aux incidents, les lettres d'information, les commissions d'intervention, les frais de rejet, les ATD, les frais d'opposition, tous ces frais qui feraient partie d'un même plafond. Mais on ne peut pas faire confiance aux banques pour appliquer ce genre de plafonnement, évidemment. Donc là, il faudrait une législation autour de ce plafonnement. Aujourd'hui, on est un peu en pleine action de lobbying auprès des parlementaires et de qui veut bien nous écouter sur ce sujet. En ce moment, vu la situation, ça marche plutôt bien. Et enfin, la dernière proposition,
Enfin non, ça y est, voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie, c'est très riche. Ce qu'on vous propose, c'est d'intervenir à la fin de la table ronde. On va passer la parole à d'autres interlocuteurs. Bernard Filliat, vous êtes de l'Indecosa et vous êtes sur le terrain et vous constatez qu'il y a un décalage entre le discours des banques et les pratiques que vous constatez sur le terrain, notamment en matière de droit au compte. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience dans les permanences? Je vais le faire dès que j'ai un micro. C'est bon, vous m'entendez bien? C'est parfait. Oui, en fait, militant de terrain, j'ai tenu la permanence à l'union locale CGT du 1er et 2e arrondissement, qui est à 2 pas d'ici, pendant 23 ans. J'ai une assez longue expérience donc, du contact, et maintenant, en fait, je traite en gros les litiges qui me sont adressés par Indecosa National, qui concernent les départements où on n'a pas de représentation, et ceux où la représentation départementale est un petit peu en difficulté pour traiter les litiges. Alors c'est vrai que... Et puis j'ai fait une ou deux expériences de testing de terrain en accompagnant des clients fragiles. Je vais parler, hélas, sans vouloir fâcher ma camarade du bout de la table, beaucoup de la Banque Postale. Alors d'abord en bien, parce que c'est qu'un mail qui nous reçoit et qui, quelque part, dans des réunions de concertation, nous permet un peu de nous exprimer. Mais là aussi, en fait, le décalage est très grand entre le discours des communicants et les pratiques de terrain. Je peux commencer par cette expérience de testing que j'ai menée avec un ressortissant chinois. Elle a fait l'objet... cette expérience a été reprise par le médiateur, page 44 de son rapport 2017, par le médiateur du groupe La Poste. Et en fait, on se rend compte que le droit au compte est quelque chose de très compliqué, y compris dans un bureau de poste. Donc je prends rendez-vous avec mon monsieur, là, mon client potentiel qui voulait ouvrir un compte à la Banque Postale. Donc on prend le rendez-vous, je l'accompagne, j'explique que dans le cadre des lois contre l'exclusion, j'ai la possibilité d'accompagner comme militant consumériste un consommateur qui va peut-être faire valoir son droit au compte. Et évidemment, la conseillère est un petit peu déstabilisée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ouvrira le compte demandé. Mon ressortissant chinois, en l'occurrence là, mon petit cobaye dans le 13e arrondissement, qui est pourtant quand même un quartier où les Asiatiques doivent représenter 30 000 habitants sur 200 000, repartira dans un premier temps avec un livret A. Là, on est très spontané à la poste pour ouvrir un livret A. Ensuite, pour le compte courant, c'était plus compliqué. On lui répond négativement et je demande une lettre de refus qu'on ne me fait pas. Elle me dit, c'est le service, il faut vous rapprocher du service financier et vous aurez votre lettre de refus. Alors évidemment, j'ai continué la démarche. Là où c'est assez tordu, mais ça devrait avoir changé compte tenu des échanges que j'ai eus avec Philippe Val, mais s'il y a des gens de la Poste, ils pourront me le dire. Le service financier répond « Ah ben je ne peux pas établir une lettre de refus parce que je n'ai pas de demande d'ouverture. » Les demandes d'ouverture étaient restées dans le 13e, rue de Tolbiac, où elles n'avaient même pas été faites puisque le refus y était verbal. Donc évidemment, je remonte au médiateur qui a rendu un avis qui est favorable à l'ouverture de ce compte. Et finalement, ça fait après 5 mois, je retourne dans la rue de Tolbiac et on retombe sur la même conseillère très ennuyée, mais qui évidemment accepte d'ouvrir le compte. Donc c'est quand même une bagarre extrême, quoi, y compris dans la banque postale et citoyenne, qui a rencontré l'UNAF il n'y a pas très longtemps. J'ai lu le compte-rendu et c'est pas le discours qu'elle tient. Alors il y a sans doute un grand décalage entre ce que je disais tout à l'heure, les communicants, et puis quelque part, on va dire, des injonctions contradictoires au niveau des directions des bureaux de poste, parce que en plus, le directeur de bureau de poste, j'ai demandé à rencontrer 2 fois, il n'était jamais disponible. Il envoyait sa conseillère au front,
et lui-même se cachait un petit peu en retrait. C'était un petit peu désespérant comme situation. Et donc la conseillère, ce qui est assez... c'est quand même assez singulier, mais ça se passe dans le 13e, c'était manifestement une Vietnamienne, fille de Bot People, qui avait été très emmerdée de nous répondre ça, parler simplement, la première fois, et qui me remercie pour l'action qu'on mène dans ce domaine-là. Mais elle me disait effectivement qu'on lui avait dit de ne pas l'ouvrir, le compte. Et elle me dit, mais on dysfonctionne aussi sur d'autres choses, sur justement cette tarification particulière pour la clientèle fragile. Et bien ici, bureau de poste du 13e, à cette époque, en 2017, on ne l'applique pas. On ne l'applique que pour nos clients qu'on a interdits nous-mêmes et qu'on a fichés au FCC. Les autres, ils font comme ils peuvent, ils vont voir ailleurs, ou je sais pas, ou ils payent plein pot. Donc voilà, ça c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, c'est pas le discours. Et donc, dans nos réunions de concertation, j'ai essayé de mettre ce problème à l'ordre du jour. Je n'y suis pas vraiment arrivé parce que on est concerté quand on nous présente des nouveaux produits. On n'a pas vraiment la voix au chapitre sur le contenu des concertations. Par le biais d'une question diverse, j'ai réussi à amener Philippe Val à s'exprimer là-dessus. Et il m'a dit, je le sais, ce problème-là, il est connu. C'était donc en décembre 2017. C'est en train de changer. On va pouvoir éditer dans les bureaux de poste les lettres de refus de compte. Après, quelques mois plus tard, je suis retourné, c'était pas vrai. Enfin, ça semblait toujours pas possible. Je reviens vers lui, je sais plus, là, ça devait être début de cette année. Il dit oui, on a un deuxième problème, c'est qu'un bureau de poste, c'est quand même pas aussi feutré qu'une agence bancaire, on a peur d'incivilité, les employés ne veulent pas remettre les lettres de refus de compte. Mais je dis, mais ça n'a pas de sens cette affaire, parce que il pourrait aussi être victime d'incivilité, parce qu'il refuse d'appliquer la loi auprès de quelqu'un qui demanderait la lettre de refus de compte. Alors, c'était vraiment une solution, enfin c'était vraiment des réponses, on va dire, opportunistes, mais je ne sais pas à quoi ça correspond dans la réalité, peut-être que la FAP tout à l'heure pourra nous dire comment est la pratique, mais en plus de ça, on a obtenu un document, j'espère que je ne l'ai pas perdu depuis ce matin, mais sur le niveau d'exigence, alors c'est un document pas public, théoriquement, document interne, ne pas remettre au client. Et alors là, on voit des exigences extraordinaires. Pour toute ouverture, 800 € de revenus domiciliés. Je parle de la banque postale et citoyenne. Vous savez tous que le RSA est à 550. Que les allocs, il y en a qui ont 150 €. Et que malheureusement, maintenant, il n'y a plus de guichet où on va chercher des espèces à la Sécu ou aux allocs. Des choses sur le justificatif de domicile. Pour les clients hébergés, présence de l'hébergeur au rendez-vous. Quelqu'un qui héberge quelqu'un mais qui bosse, il va en plus l'accompagner, ouvrir son compte. Le prénom du client doit apparaître sur la facture et non celui du conjoint. Combien ont une facture EDF au nom de leur conjoint parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul nom. C'est relativement récent qu'on mette des factures de justificatif de domicile à deux noms. Alors vous voyez, le discours de Philippe Val et la pratique dans un bureau de poste. Je l'avais sur une clé USB, c'est dommage, je n'ai pas amené la clé USB, mais on pourra le faire circuler, et c'est assez désespérant. Mais c'est pas seulement à la banque postale. Valérie, qui est dans la salle, doit se rappeler, alors c'est ancien, j'étais encore en activité, donc c'est à peu près 4 ans, quand on s'est rendu chez une banque qui communique aussi volontiers sur sa vocation sociale, le crédit coopératif, pour ouvrir un compte pour un petit syndicat CGT du GIE Crédit Cureuil, où on était pratiquement de force dans l'agence bancaire du 17e arrondissement, que le banquier, le directeur, ne voulait pas donner ni lettre de refus ni ouvrir le compte, et qui finalement l'a ouvert parce que la lettre de refus aurait circulé dans toute la CGT et qu'il y a beaucoup de comptes CGT au crédit coopératif, ça faisait désordre. Il a fini par l'ouvrir en les taxant tellement que la moitié de les cotises de ce petit syndicat passait en tarification bancaire. Alors je ne sais pas où elle en est, mais c'est juste pour dire que c'est très compliqué, quoi. Voilà. Et en même temps que c'est compliqué, mais les gens n'ont pas le choix, comme on disait tout à l'heure. Il y a
ces obligations de disposer d'un compte. Avant, c'était pour les salaires, donc 1 500 € minimum, mais maintenant, faute de guichet, ça peut être pour 30 € de sécu qu'on doit disposer du compte. Il y a les mains de la poste, avant on avait aussi le facteur qui apportait les allocs, et maintenant c'est fini tout ça. La poste ne fait plus de mandat, même elle a sous-traité le service à Western Union. Donc voilà, il y a toutes ces choses. Alors c'est la vraie vie, mais il y a quand même la vraie vie, elle repose quand même sur des directives, hein. Ces fameux systèmes, les moyens de paiement modernes. Les moyens de paiement modernes, et puis vous pourrez dire ceux qui sont hagards. Alors les modernes, c'est quoi? C'est les virements, les prélèvements et les cartes bancaires. Ils ont trois caractéristiques essentielles, enfin ils ont la même caractéristique essentielle, ils sont payants. Les espèces, bon, évidemment, ça coûte à fabriquer, à stocker, à sécuriser, tout ce qu'on veut, mais le client final ne paye pas pour utiliser ce service. Et ça, c'est en voie de... On essaie de le faire disparaître, ce paiement en espèces. Alors, on ne parle pas du chèque. Hein. Et puis, il y a des organismes publics qui sont vraiment... Là, c'est un truc des finances publiques. Mais, je ne sais pas, ils sont en contradiction avec la valeur libératoire, enfin, tout ce qui concerne la valeur libératoire de la monnaie. Puisque en France, donc, l'euro a théoriquement une valeur libératoire, assortie d'une amende de 150 €. Je crois que c'est un article, je l'avais noté quelque part, je ne sais plus où, mais eux, ils en sont apparemment. On ne pourra plus payer en espèces aux impôts qu'entre 60 et 300 € à partir de 2019. On ne va pas nous dire que c'est du blanchiment ou un risque de blanchiment que de payer ces impôts en espèces. Donc il y a toutes ces contraintes, on va dire, qui imposent la disposition d'un compte et de disposer d'un compte et donc de passer à la caisse, surtout si on a des incidents, quoi. Oui, la valeur libératoire de la monnaie, c'est l'article R642.3 du Code pénal. Voilà, donc les impôts, alors je ne sais pas s'ils ont s'ils peuvent déroger au Code pénal, on ne sait pas, mais sinon ils vont devoir s'imposer des amendes de 150 € chaque fois qu'ils refuseront un paiement entre 300 et 1000 €, puisque c'est 1000 € la limite qui avait été fixée pour les paiements en espèces en France, donc, sauf pour les casinos où c'est 3000, mais tout ça avec l'idée de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment. Voilà, donc je voulais dire un mot si j'en ai encore le temps, hein, mais oui, sur les... Oui, bon, je l'ai dit en fait, hein, sur ces difficultés à obtenir après aussi le compte pour la clientèle fragile. J'avais le même exemple pour mon ressortissant chinois qui m'a dit qu'il s'en contentait et qui est reparti avec un compte tarifé normal alors qu'il a 700 € de revenus. Oui, donc il y a tout ça. Et on voit bien que les banques tordent le cou aux règles. J'avais effectivement ce que vous avez évoqué, là, que j'ai lu aussi dans le 60, sur la façon de gratter, en fait, et c'est des banques mutualistes qui faisaient ça, sur le plafond de la commission d'intervention à 8 €. Et elles tentent de s'affranchir aussi d'autres règles. Alors c'est un autre sujet, mais... moi j'ai énormément de remontées, de soucis avec les contestations de transactions de cartes bancaires, notamment si elles sont en 3D Secure, qui relèveraient d'un article du Code monétaire L133-18, qui voudrait que quand on conteste une transaction, elle soit créditée. Et sur ces transactions dites sécurisées, il y a un vrai problème. Encore une fois, tout particulièrement à la Banque Postale, où on ne recrédite pas ces transactions et qu'on invite les gens à se rapprocher des tribunaux, voire à aller jusqu'à la Cour de cassation. Et là, je dis peut-être que le régulateur, avant que le ministre lui dise de jeter un œil, que la CPR pourrait se pencher là-dessus aussi, parce qu'il semblerait que le régulateur européen voit des choses que le régulateur national ne voit pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est le vécu, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Oh ben, tiens. Juste pour faire la transition, avant de donner la parole à Sylvie Bell, qui est de la Poste,
Effectivement, on a aussi à 60 millions de consommateurs beaucoup de gens qui se plaignent de fraude à la carte bancaire. En principe, et le code monétaire est très clair, il faut être remboursé sans délai et les banques tardent de plus en plus à rembourser les gens et c'est un des problèmes. Mais là, on est quand même dans l'inclusion bancaire. La Banque Postale et la Poste a été un petit peu interpellée par Bernard, effectivement. Parce que Oui, c'est gentil, en mais de toute façon, les gens c'était gentils, des seuls à concerter. jusqu'à un certain point. Sylvie Bell, vous êtes secrétaire générale de CGT FACT Postaux Paris et vous êtes membre du bureau fédéral. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle spécifique de la Banque Postale dans l'inclusion bancaire? Est-ce que vous pourrez aussi nous parler de cette histoire de rapprochement avec la Caisse des dépôts qui est en cours? Et puis, il paraît qu'on préconise le modèle britannique pour la Poste. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que vous en pensez? Donc d'abord, le rôle spécifique de la Banque Postale. Oui. Alors bonjour à tous. Le rôle spécifique de la Banque Postale, c'est que nous avons une obligation de service public. Ça fait partie, l'accessibilité au compte est une des missions de service public sur lesquelles la Poste ne peut pas déroger, mais on l'a bien compris, comme la Poste a quand même cible un public très, très large, et en particulier avant de devenir une banque pas comme les autres maintenant, sa population était quand même, voilà, il y avait un petit peu de tout au niveau de la valeur des portefeuilles. Donc, hélas, je ne vais pas contredire le camarade d'Indecosa. La Poste voilà, dans son obligation d'accès au compte, comme vous l'avez démontré, choisit, hélas, elle choisit ses usagers. Nous, on les appelle toujours usagers, mais elle choisit un peu ses clients. Alors, comme ça a été dit, ça pas de façon ouverte, pas de façon écrite, parce que sinon elle serait en contradiction avec ce qu'elle doit faire, mais elle fait en sorte que cela ne soit pas possible. Alors il faut savoir aussi que l'accessibilité au compte est essentiellement axée sur l'obligation, c'est surtout sur l'ouverture des livrets A. Mais là-dessus, ça a un coût pour la Poste, alors passez-moi l'expression, un coût entre guillemets, c'est que sur les 24 millions, alors les chiffres sont peut-être un petit peu à revérifier, mais sur les 24 millions que comporterait un petit peu moins de 24 millions de livrets A à la Poste, il faut savoir que plus de la moitié ont un solde inférieur à 150-200 euros. Et donc toutes les opérations qui sont effectuées sur ces comptes ont un coût trop important pour la Poste. Il n'est pas très important, mais il est trop important pour la Poste. Et donc la Poste fait le choix d'essayer de réduire un maximum ses coûts. Donc là, on le voit bien très nettement, les missions de service public ne sont pas rendues, puisque, je veux dire, quand on met des contraintes sur l'accès au compte, quand on empêche ou quand on demande à des personnes de fournir des justificatifs, plusieurs justificatifs, alors qu'il n'y a pas le droit. Je veux dire, on voit des bureaux de poste qui exigent 2 pièces d'identité pour avoir soit accès à son compte, soit retirer de l'argent. Ce n'est, nulle part ailleurs. Et donc, il faut quand même remettre en perspective ces obligations, ces contraintes qui sont faites au moment même où la Poste, qui se dit citoyenne, va essayer justement dans sa communication
de s'acheter, passez-moi l'expression, une virginité en disant, vous voyez, quand même, on fait des choses et notamment, certes sous la pression, mais elle met en avant un bureau spécifique qui a été ouvert dans Paris et qui concerne les migrants, les réfugiés, pour un accueil un petit peu plus chaleureux, on va dire. Voilà, et elle se retranche donc derrière cette communication en disant, en même temps, on met en place des services pour permettre aux plus fragiles, aux plus défavorisés de pouvoir avoir accès au compte. Donc je disais tout à l'heure, pour la Poste, le fait qu'elle ait des millions de livrets ou de comptes avec des rendements, des soldes qui ne sont pas intéressants, pour elle, ça a un coût trop important et donc elle va les réduire. Et elle va les réduire tout simplement en essayant de pousser aussi à ce que les usagers ne franchissent plus les bureaux de poste. Et pour cela, elle réduit les bureaux, elle réduit les heures d'ouverture, et donc fatalement, on se retrouve là aussi avec une inégalité de traitement pour l'ensemble des populations, puisque ces comptes, ces missions de service public ne sont plus rendues. Alors, la Poste a annoncé, donc il y a quelques semaines maintenant, la Poste et l'État ont annoncé il y a quelques semaines que la CDC deviendrait l'actionnaire majoritaire à la Poste. Caisse des dépôts. Voilà, à la caisse des dépôts et de consignation. Voilà, à la caisse des dépôts et consignations. Alors il faut quand même savoir que avec la caisse des dépôts et consignations, il y avait quand même un partenariat. On travaillait quand même déjà ensemble depuis, je crois, 2007 ou 2008. Il y avait quand même une participation de la caisse des dépôts et consignations dans le capital de la Poste. Là, ça va devenir majoritaire et déjà, on voit bien les orientations que risque de prendre la caisse des dépôts et consignations, qui bien qu'elle soit encore service public, on sent quand même qu'il y a une volonté de retour sur investissement et que sur l'actionnariat, qui va être majoritaire, on va développer fortement une banque comme les autres. On va aller vers une banque complètement qui ne changera pas, dont on ne verra pas la différence avec d'autres banques. Et d'ailleurs, c'est l'objectif affiché de la Poste, puisqu'elle possède encore sur l'ensemble du territoire plus de 8000 bureaux de poste, et elle veut réduire à 5000 bureaux de poste sur l'ensemble du territoire. Donc on voit là où elle veut en venir. Et déjà, on pense que l'actionnaire majoritaire, en réalité, va déstabiliser un peu le groupe. Donc certes, va favoriser sur la banque des produits et donc va développer le chiffre d'affaires. Par contre, ce sera au détriment d'une autre spécificité de la Poste et une de ses missions de service public essentielles, qui seront la distribution du courrier et par conséquent l'aménagement du territoire, qui sera remis en cause par ce biais-là, mais je pense qu'on y viendra plus précisément tout à l'heure. Et c'est en cela que le danger, et en même temps, ça a été vendu, on le sait, comme un pôle public financier que la CGT réclamait, cette fusion avec la CDC. Pour autant,
ce n'est pas le pôle public que la CGT souhaite. Voilà, on l'a bien compris, puisque ce qui importe à nos yeux, c'est pas tant de fusionner avec la CDC, mais bien l'utilisation qu'on va faire de l'argent. Et donc, c'est en cela qu'il nous faut quand même travailler un petit peu plus sur le fond, et que si cette fusion, enfin c'est pas si, cette fusion risque de voir le jour, il va falloir être vraiment très exigeant sur l'utilisation qui sera faite de l'argent, puisque nous avons quand même en tant que service public et pôle financier public qui va se créer, nous avons, je pense, en lien avec nos revendications, les moyens quand même de pouvoir exiger, puisqu'on est implanté partout sur le territoire, des financements de projets industriels. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut également utiliser cet argent pour développer les services publics à l'échelle du territoire. Et surtout, le crédit bancaire, il faut qu'il soit au service des projets qui sont utiles pour l'intérêt général. Et pour cela, eh bien, ça doit... pour que cela puisse se mettre en place, il faut, à l'inverse de ce que fait la Poste, eh bien, il faut développer le service sur l'ensemble du territoire plutôt que de le rabougrir de la façon dont elle le fait. Il faut quand même noter que dans toutes les initiatives que nous avons pour essayer de développer de populariser le pôle public financier auprès de la population, pour essayer de conserver un maximum de bureaux de poste. Nous travaillons en lien avec les postiers, les élus et les usagers pour permettre de conserver sur l'ensemble du territoire un maximum de bureaux pour justement développer tous les projets que nous venons de dire. Merci beaucoup. On a parlé des frais liés aux incidents bancaires et on a évoqué les victimes de ces frais, c'est-à-dire les gens qui, par définition, finissent le mois dans le rouge. Il y a une deuxième type de victime, j'ai envie de dire, et qu'on pointe du doigt malheureusement aussi, alors qu'ils subissent cette machine infernale à tarifier qu'est les frais liés aux incidents de compte. Ce sont les conseillers bancaires, parce que les conseillers bancaires, on leur demande d'appliquer des choses qu'ils désapprouvent parfois. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Aurélien Soustre, qui est de la Fédération CGT Banque et Assurance, et qui va nous parler de la banque de détail, comment tout ça est vécu de l'intérieur par les salariés des banques, et cet impact de la tarife sur les conseillers eux-mêmes. Bonjour à toutes et tous, en guise d'introduction, un chiffre, plus 15%. C'est la progression en un an du nombre d'incivilités dont sont victimes nos collègues au sein des réseaux d'agences. Progression fulgurante, les incivilités, il faut savoir qu'elles vont de la manifestation d'humeur à la violence physique dont sont victimes nos collègues. Alors je vais vous parler assez rapidement de la banque de détail, de quoi il s'agit, la banque dans laquelle je travaille et dont vous êtes toutes et tous clients. Nous parlerons ensuite de la façon dont les banques font leur beurre, et puis de façon plus précise, comment elles font leur beurre sur vous.
ce qui nous permettra d'avoir une vision, en tout cas sous le prisme que nous connaissons et que vous connaissez aussi, puisque nous n'avons pas, si vous voulez, de vision privilégiée sur le modèle de la banque de détail en tant que représentant des personnels. Nous pourrons échanger sur la façon dont fonctionnent les établissements. La banque de détail, c'est celle dans laquelle vous êtes client. La banque de détail, elle a pour vocation de collecter des dépôts, de fournir des crédits, des services et de vous accompagner normalement dans tous vos projets. C'est un métier qui est formidablement enthousiasmant, c'est un métier de contact humain. On rencontre des projets différents, des personnes toute la journée, ce qui permet d'avoir une variété de situations et de confrontations qui sont tout à fait normales. Les collègues, et je m'inclus dedans, aiment leur métier, c'est un métier qui est formidable. Néanmoins, le sentiment qui remonte aujourd'hui, de plus en plus de salariés des réseaux bancaires n'aiment plus la façon dont on leur demande d'exercer leur métier. Je le disais, c'est un métier qui est, si vous voulez, caractérisé par une forte intensité relationnelle, puisque dans la banque de détail, c'est l'humain qui fait la différence. Un livret A, c'est le même à la caisse d'épargne, c'est le même à la Société Générale, c'est le même à la Poste. C'est l'interlocuteur, le conseiller, qui va normalement faire la différence. La résultante de toute cette activité, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une banque. Alors pour une banque, c'est plus difficile puisque l'activité et sa rentabilité, elles se mesurent par un indicateur qui s'appelle le produit net bancaire. C'est un indicateur complexe qui comprend, par exemple, sur les intérêts, le PNB comprend les intérêts qui vont être encaissés sur les crédits, moins les intérêts qui vont être payés aux épargnants, et donc ne vont être retenus que les éléments nets. Dans le PNB, on retrouve aujourd'hui une composante que l'on estime majoritaire, ce sont les commissions. Parmi ces commissions, naturellement, les frais d'incident bancaire. Les commissions qui vont être payées aux prestataires et les commissions qui vont être encaissées des clients. Par exemple, pour une carte bancaire, la banque va acheter la carte bancaire à un façonnier. Elle va donc payer une commission à ce façonnier et la banque va facturer la carte bancaire à un certain tarif à son client et donc la différence, ce seront les commissions nettes. Alors le PNB, c'est un indicateur qui ressemble à une boîte noire. Mais c'est même pire, parce qu'une boîte noire, on arrive à la retrouver et on arrive à la décortiquer, à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le PNB, absolument pas. C'est le seul indicateur opaque qui nous est fourni sans que l'on puisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur en termes d'encaissement et de décaissement et de nature des activités entre les commissions et les intérêts. Le produit net bancaire. Produit net bancaire, tout à fait. Je fais bien de me faire préciser. Alors, on nous apprend en économie, et ça fait partie des basiques, qu'une banque, son chiffre d'affaires, il suit l'état de la conjoncture économique. Autrement dit, quand l'économie se porte bien, le chiffre d'affaires de la banque progresse. Lorsque l'économie se porte moins bien, le chiffre d'affaires de la banque est censé lui aussi être en repli. Est-ce que c'est ce que l'on constate aujourd'hui ? Pas forcément, et ça pose la question effectivement de l'anomalie du modèle économique de la banque de détail. Et la résultante de ce modèle, elle amène une rentabilité qui est très forte. Regardez les résultats qui sont annoncés annuellement par les établissements, ils se chiffrent non pas en millions, mais plutôt en milliards. Et en outre, les établissements qui sont cotés, qui sont donc propriété d'actionnaires, il faut savoir que ce bénéfice est voué pour moitié à retourner à l'actionnaire sous forme de dividendes. Alors il y a des discours qui sont relativement anxiogènes, notamment vis-à-vis du petit épargnant et du livret A. On nous explique qu'attention, le livret A, il a fallu changer la formule de calcul pour ne pas trop donner aux petits épargnants 0,75%. Si on leur donnait 1%, ça mettrait en péril le modèle de la banque, ça mettrait en péril le financement du logement social, et on agite cet épouvantail de façon récurrente. L'actionnaire, lui, alors je ne vais pas citer le nom parce que nous sommes filmés, je serais susceptible d'avoir des problèmes. J'ai regardé ce matin le cours d'une action et le dividende prévisionnel. La rentabilité de cette action, donc le dividende rapporté à son cours, me donne grosso modo une rentabilité de 7,5%. Les épargnants qu'il faut qu'ils fassent preuve de modération et d'un autre côté, la résultante des frais que vous payez aux banques est distribuée à 50% à un actionnaire qui lui attend 7,5%. Là aussi c'est une anomalie, mais les pouvoirs publics malheureusement ne s'en émeuvent pas. Alors c'est vrai que les actionnaires sont très gourmands, on pourrait même les comparer à des voraces. Intéressons-nous maintenant à vous, les usagers de la banque de détail. Qu'est-ce que vous payez ? Alors la banque de détail, il faut savoir qu'elle fonctionne sur le modèle de subvention croisée. Autrement dit, vous ne payez pas tout, il y a encore des actes qui sont
gratuit, et heureusement, je pense au chèque, pourvu qu'il reste gratuit le plus longtemps possible, et si possible indéfiniment. Et il y a des services et des produits que vous payez à un coût supérieur à leur coût réel pour l'établissement, ce qui permet de subventionner ce qui est encore gratuit. Donc, principe de la subvention croisée. La tarification bancaire, on peut considérer que lorsque tout se passe bien pour nous, elle est relativement modérée. Alors elle est relativement modérée, on peut même si on est débrouillard aujourd'hui trouver des offres à 0 € par mois, et notamment sur les banques en ligne. Alors les banques en ligne, elles sont toutes pour la plupart propriétés de grands groupes. Soit elles sont intégrées à la maison mère, soit elles existent sous la forme de filiales. À une exception près, toutes les banques en ligne affichent des résultats déficitaires. Si les banques en ligne sont déficitaires, c'est-à-dire que c'est le propriétaire de l'entreprise qui, tous les ans, met au pot. Or, le propriétaire de l'entreprise, c'est la maison mère. Autrement dit, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que nous, attachés à la proximité, attachés aux conseillers, qui payons des frais de tenue de compte, qui payons notre carte, nous n'allons pas financer un modèle gratuit pour des clients opportunistes, et les transferts de clientèle génèrent en plus, potentiellement, des réductions d'effectifs dans les agences et aussi des fermetures. Ça fera l'objet de la deuxième table ronde, donc je ne m'immisce pas sur l'implantation géographique, qui est aussi un sujet relativement vaste et sujet à débat. Alors, en outre, on assiste à un phénomène qui s'est fortement développé, que l'on appelle dans le jargon la coproduction. La coproduction, c'est vous, client, qui faites ce que le conseiller faisait autrefois. Vous alliez, à l'époque, il y a quelques années de ça, faire un virement dans un établissement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Le virement, vous êtes facturé, grosso modo, entre 2 et 3 €. Lorsque vous le faites sur Internet, il est gratuit. C'est vous qui effectuez le travail du conseiller. Néanmoins, vous n'êtes pas gratifié de la tarification à l'envers. Ce n'est pas vous qui êtes rémunéré, c'est une économie donc pour la banque. Et donc cette coproduction, elle a généré, en lien avec le développement de la banque en ligne, une réduction de la fréquentation physique des agences, c'est indéniable. Vous devez savoir aussi que les agences, même si la fréquentation a baissé, la charge de travail n'a pas diminué, puisque la fréquentation, elle se traduit aujourd'hui par de nouveaux canaux, et donc par le téléphone, le courrier électronique, avec le désir d'immédiateté que cela suppose. Un client, quand il appelle son conseiller, il veut l'avoir tout de suite. Et s'il n'arrive pas à l'avoir tout de suite, il rappelle une fois, 2 fois, il va laisser un message par mail, et il va rappeler jusqu'à ce qu'il puisse tomber sur son conseiller, ce qui génère chez nous de grandes difficultés, notamment au titre des risques psychosociaux, puisque c'est assez difficile aujourd'hui d'être sollicité de toutes parts, tout en n'ayant toujours que 2 bras. Passons maintenant à savoir ce qui se passe lorsque vous êtes client d'un établissement et lorsque vous commencez à connaître des difficultés. Alors là, les choses sont telles qu'elles ont été décrites par Stéphanie, et notamment aussi à travers l'étude de l'UNAF qui est sortie l'année dernière, et j'aime beaucoup l'expression qu'avait utilisée Fabien Toquet, qui est le phénomène de la bouée en plomb. Vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir une tarification lourde, et cette tarification va aggraver les difficultés initiales. Et vous allez vous trouver dans une spirale infernale dont vous aurez le plus grand mal à vous sortir, même aidé. Je dis bien même aider parce que ce n'est pas le conseiller qui n'en aura pas la possibilité par manque de temps, par manque de formation. Et puis les conseillers, on ne leur demande pas d'aider les clients, ils ne sont pas là pour faire du social, on leur demande de vendre et de vendre. On ne leur demande pas d'aider les clients, ça ne fait pas partie de leur feuille de route, malheureusement, on peut le regretter, mais c'est ainsi. En tout cas, nous, on se bat pour que le conseiller soit un métier qui regagne ses lettres de noblesse, mais nous sommes dans la profession assez seuls et isolés sur cette thématique. On pourrait donc penser que la banque de détail, au-delà de la subvention croisée, fonctionne sur la base d'un modèle de solidarité inversée. Les clients en difficulté payent des frais très importants pour que les clients plus riches puissent avoir des gestes commerciaux, des crédits immobiliers à bateau et une carte gratuite parce que quand on est un client important, eh bien, on a une capacité de négociation que l'on n'a pas quand on est un client en difficulté. Donc cette idée de solidarité inversée, je ne vais pas dire que c'est un fantasme, je ne vais pas dire que c'est une présomption. On ne sait pas puisqu'on n'a pas accès au modèle de la banque de détail et ça fait partie des éléments, des revendications que nous portons, nous, organisations syndicales, avec les associations de consommateurs, pour que les banques puissent nous ouvrir leur modèle économique qui est d'un secret absolu. Et vous vous doutez bien que si on ne veut pas que l'on mette le nez là-dedans, c'est qu'il doit y avoir des choses assez scandaleuses à l'intérieur.
Et les conseillers dans tout ça, c'est l'objet de ma troisième partie. Donc quand tout se passe bien, eh bien ma foi, les conseillers accueillent les clients et les conseillent. C'est aujourd'hui beaucoup plus difficile puisque les effectifs sont en constante réduction alors que la charge de travail n'a pas baissé. Hein. Il y a des mouvements sociaux qui se déclenchent dans plusieurs réseaux qui ne sont pas nécessairement des mouvements sociaux déclenchés par l'aspect rémunération en premier chef, même si ça en fait partie. Ce sont souvent des mouvements sociaux qui tiennent à une première revendication, les conditions de travail, parce que les conditions d'exercice dans les réseaux sont aujourd'hui devenues très difficiles. Quand les difficultés surviennent, quel est le rôle du conseiller? Alors lorsqu'il y a des opérations en incident, le conseiller doit les traiter, et c'est l'objet de sa première tâche le matin. Il se branche donc au système informatique de la banque. Vous doutez bien qu'il va y avoir des alertes et un listing préétabli. Le conseiller ne va pas passer tous les comptes de son portefeuille, d'autant plus qu'il en a beaucoup, un à un. Non, il va avoir une alerte, un focus qui va lui dire voilà, tel compte, tel compte, tel compte, tel compte. Il y a des opérations qui placent la position en incident, c'est-à-dire au-delà de 0 dans le négatif s'il n'y a pas d'autorisation, ou au-delà de l'autorisation de découvert si cette dernière a été mise en place. Que fait le conseiller? Il ouvre le compte, il regarde les opérations, le solde, éventuellement il a connaissance du fonctionnement puisqu'il est censé connaître sa relation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit arbitrer entre deux positions. Je valide, je paye, ou je rejette. Alors s'il valide, cela donne lieu à la facturation d'une commission d'intervention par opération ayant placé le compte en incident. Même si on a vu que chez BPCE, visiblement, ils étaient beaucoup plus gourmands et que les opérations qui n'étaient pas en incident donnaient aussi lieu à une facturation. Ça, c'est pour l'entrée. Alors maintenant, si vous êtes vraiment en difficulté, le conseiller va appuyer non pas sur le bouton vert, mais sur le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est le plat de résistance. C'est le rejet. Le rejet du prélèvement et ou du chèque. Donc le rejet, qu'est-ce qui se passe? Donne lieu à facturation. Le montant des frais de rejet s'élève au montant du prélèvement plafonné à 20 €. Et pour les chèques, il y a deux plafonds, 30 et 50 € en fonction du montant du chèque. Passons maintenant au dessert, puisque la banque, en plus de prendre des frais de rejet, ne va pas s'arrêter là. Elle va également facturer l'envoi d'un courrier. Je crois que le montant moyen du courrier, c'est autour de 11, 12 ou 13 €. Effectivement, le papier a connu une inflation très forte et on peut comprendre que la tarification du papier et du courrier postal, puisque du coup c'est un courrier papier, justifie une tarification de 11 à 12 € par courrier. Donc le même incident, la même opération va donner lieu à la facturation potentiellement d'une commission d'intervention, de frais de rejet et d'un envoi de courrier. Donc ça, c'est si vous avez une opération en incident. Si vous en avez 5 dans la même journée, vous voyez ce que ça peut faire. Ça peut très vite avoisiner des dizaines, voire des centaines d'euros. C'est un traitement qui est automatisé, puisque les conseillers, ils y passent un quart d'heure, 20 minutes. Alors, s'ils en ont le temps, et c'est de moins en moins le cas, ils ont la possibilité d'appeler le client pour voir quelles sont les possibilités de régularisation du compte. C'est de moins en moins le cas. Les conseillers, souvent, ils traitent ces opérations à toute vitesse, et a fortiori, s'ils ont déjà rejeté des opérations la veille, ils ne vont pas prendre le temps d'appeler le client, sachant que la position n'a pas évolué, ils vont rejeter, et ça prend quelques secondes pour une tarification très élevée. Donc il y a une véritable machine à cash derrière ce mécanisme de tarification des incidents, et c'est tout à fait scandaleux. On avait parlé au colloque de l'UNAF de pénélopage, si vous voulez, pour rendre hommage à Pénélope, hein, c'est-à-dire c'est la faculté d'encaisser des sommes d'argent importantes pour un travail difficile à matérialiser. Quitte à ne pas faire grand-chose, autant être bien payé. Donc voilà pour le traitement des opérations en incident, avec en plus les dérapages qui peuvent intervenir au sein de certains réseaux qui ont fait marche arrière après avoir eu les honneurs de la presse grâce à Lionel ici présent et à ses équipes. Alors, en matière de tarification, vous l'aurez compris, les conseillers agissent dans un carcan. Ce n'est pas eux qui décident de tarifer ou de ne pas tarifer, c'est automatique. Soit je valide, soit je rejette. Dans tous les cas, il y aura une facturation, des facturations même. Les conseillers, ils les subissent, ces mécanismes. Pourquoi? Parce que ça ne fait plaisir à personne de se mettre en difficulté relationnelle ou de plomber un client. Ça, c'est une évidence. Les conseillers bancaires ont aussi un cœur. Et en plus, ils en sont les premières victimes, puisque lorsqu'il va y avoir une incivilité, l'incivilité, elle ne va pas se manifester à la Défense ou sur les grands boulevards. L'incivilité, elle va intervenir en agence, et c'est le conseiller qui a la relation, qui malheureusement va en faire les frais en premier.
Les conseillers sont donc otages d'un système qui dégrade les relations, pris par des verrous informatiques dont la profession nous dit qu'ils ont la possibilité de rétrocéder. C'est possible, parfois, sous certaines conditions, dans certaines limites. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il faut argumenter. Et pour argumenter, il faut avoir donc des billes. Autrement dit, un client standard, un client aisé, va avoir beaucoup plus de facilité à se faire rembourser les frais d'incident qu'un client qui est dans la difficulté permanente. Vous l'aurez compris, la capacité à négocier ici, elle est la même que dans les autres domaines de la consommation. Plus on est un gros client, entre guillemets, plus on peut négocier. Quand on est un petit, parfois on paye le tarif et on n'a droit à rien. Voilà. Au-delà de ça, une fois que les difficultés elles se sont malheureusement installées dans la durée, évidemment le conseiller ne peut plus rien faire, vous l'aurez compris, mais il existe un droit au compte qui permet d'ouvrir un compte ailleurs si le compte précédent était fermé, puisque le droit au compte, on n'a droit qu'à un. Dès lors qu'on a un ancien compte, on ne peut pas le faire valoir. Le droit au compte, il faut savoir qu'il existe depuis 1984. C'est quelque chose qui est normalement simple à mettre en œuvre, mais qui est rendu difficile dans ses conditions d'exercice en raison de pratiques dilatoires qui ont été très bien décrites par Bernard, où c'est la loi, mais malheureusement, la loi n'est pas appliquée, en tout cas pas de façon uniforme et partout. L'inclusion bancaire et ses dispositifs, de façon générale, elle demeure perfectible. On l'a bien compris, on voit le succès de la start-up, le compte nickel. Alors, est-ce que les clients qui vont ouvrir un compte auprès de cette fintech sont attirés par ses caractéristiques intrinsèques, le fait de pouvoir ouvrir un compte dans un bureau de tabac, de payer des frais qui sont plus élevés, alors qu'ils pourraient avoir les mêmes services, voire des services plus étendus, gratuitement auprès d'un établissement traditionnel? On peut se poser la question, à savoir si c'est effectivement les caractéristiques intrinsèques de nickel, ou si c'est les pratiques dilatoires qui poussent, contraints et forcés, cette population vers les bureaux de tabac, puisqu'ils n'ont plus accès, ils ne sont plus entendus, ils ne sont plus écoutés, ils ne sont plus considérés dans les réseaux traditionnels. Enfin, on a parlé de l'offre client fragile. L'offre client fragile qui est peu souscrite et qui va ouvrir droit à un plafonnement global des frais d'incident, comme nous le demandions. Mais malheureusement, cette offre, au-delà du fait qu'elle n'est pas sexy, qui a envie d'aller souscrire une offre client fragile, les banques la proposent peu, et elle est en plus proposée dès lors que les difficultés, elles se sont déjà produites. On vous propose automatiquement l'offre client fragile si vous êtes fichier, au fichier central d'échecs, donc c'est un peu tard pour une offre qui est censée faire de la prévention. On vous la propose lorsque vous êtes fiché au fichier des incidents de crédit aux particuliers, donc là aussi c'est un peu tard pour une offre qui a vocation à faire de la prévention, ou alors selon des critères internes. Et alors là, les critères internes, les banques ont la liberté de fixer leurs propres critères. Donc elles peuvent dire en dessous de 1700-1800 euros, vous êtes client fragile, à 1801, vous n'êtes plus fragile. Donc ça pose des difficultés. Et si les clients qui s'estiment pour le coup fragiles souhaitent bénéficier de cette offre, on ne sait pas si les banques ont la capacité ou pas de la refuser. Visiblement, oui, c'est le cas dans certains réseaux. Tout cela pour vous dire que l'autorégulation proposée par le ministre, elle ne nous convient pas. L'autorégulation, ça marche quand il y a des bons élèves. Nous sommes face à un système composé de mauvais élèves, et les mauvais élèves, il faut les mettre sous surveillance. Et quand ça ne va pas, malheureusement, il faut les punir. Alors je suis assez fier de la position qui avait été prise par la CGT sur tous ces débats. Nous avons pu travailler avec les associations de consommateurs, l'UNEF au premier chef, l'INC, 60 millions de consommateurs, pour porter une vision d'intérêt général qui ne soit pas une vision corporatiste. Et oui, parce que vous allez trouver des organisations syndicales qui vont dire « mais si on baisse, si on plafonne les frais d'incident bancaire, et notre intéressement, et notre participation ?» Ça, c'est le modèle type du syndicat corporatiste qui se regarde le nombril. La CGT n'est pas un syndicat corporatiste, donc agit dans l'intérêt des salariés, agit dans l'intérêt également de l'ensemble de la société. Et c'est là, effectivement, sa vocation universaliste. Et c'est dans cette poursuite universaliste que nous avions réclamé, avec l'ensemble des associations de consommateurs qui l'avaient souhaité, un plafonnement global de tous les frais d'incident bancaire. Et cette proposition, eh bien, nous continuerons à la porter avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager à nouveau dans la recherche de solutions meilleures pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup Aurélien. Maintenant, Véronique Véto de la CGT Banque de France
Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions de la Banque de France, notamment le droit au compte? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi les propositions que vous avez à faire pour améliorer cette accessibilité au droit au compte, notamment sur le service bancaire, et rappeler un peu quel est votre métier et comment on peut mieux intégrer les exclus bancaires grâce à la Banque de France? Alors oui, en plus de ces sujets-là, je vais parler un petit peu du surendettement parce que c'est quand même un peu le métier principal à la banque, une des missions principales dans le réseau au niveau du service des particuliers qui a été confiée par l'État à la Banque de France. Puisque quand on parle d'exclusion financière, pas loin derrière, il y a l'exclusion sociale. Et donc forcément, il y a un impératif à mettre en place des systèmes pour limiter tous les dégâts que ça peut provoquer. Donc en premier, je voulais vous parler du surendettement, une des missions donc confiées à la Banque de France. Ma collègue tout à l'heure vous parlera du fait qu'il y a une diminution du nombre des dossiers depuis l'année 2015 à peu près. On est quand même encore à 180 000 dossiers en 2017, donc c'est quand même toujours une activité qui est assez importante sur le territoire. Mais ce qui est... on doute fort que la baisse des dépôts de dossiers se poursuive, puisque même si le crédit a été pas mal encadré avec notamment la loi Lagarde en 2010, les difficultés économiques des usagers perdurent. On voit bien, les Gilets jaunes nous le rappellent encore en ce moment. Et en fait, dans la population qui dépose des dossiers de surendettement, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement dans la typologie. En 2001, on avait les 55-64 ans qui représentaient 8% de la population qui déposait des dossiers de surendettement. Aujourd'hui, donc on est 17 ans après, en fait, cette population-là a doublé parmi les gens qui déposent un dossier de surendettement. Ils représentent aujourd'hui 16% des personnes qui déposent. Et les plus de 65 ans, c'est pareil, leur proportion a doublé dans les gens qui déposent un dossier de surendettement. Ils sont passés de 4% en 2001 à 9,9% aujourd'hui, en 2017. Et en fait, vous parlez un peu aussi des services du surendettement dans le réseau de la Banque de France, qui en fait, que sont devenus les services du surendettement. On parlait autrefois de services du surendettement, aujourd'hui on parle de centres de traitement. En fait, il y a beaucoup moins d'endroits où on traite les dossiers de surendettement sur le territoire. Et du coup, ce vocabulaire s'en dit long sur le travail de masse qui en découle, centre de traitement, et sur le processus de déshumanisation qui l'accompagne. Et en fait, si on reprend un peu l'historique, en 2003-2006, la Banque de France était liée à l'État par un contrat de service public en ce qui concerne ces activités-là. Et en fait, ce contrat prévoyait que dès le dépôt d'un dossier de surendettement, la personne qui déposait recevait un courrier, et sur ce courrier, il y avait le nom du gestionnaire du dossier qui apparaissait, avec sa ligne directe téléphonique. Donc, ce qui voulait dire que la personne qui déposait un dossier pouvait avoir des contacts avec le gestionnaire de son dossier et bien, poser des questions ou intervenir à tout moment. L'industrialisation du processus de traitement a eu pour effet de supprimer notamment les contacts des gestionnaires de dossiers avec les clients, avec les débiteurs. Le gestionnaire n'a quasiment plus jamais le temps de contacter le débiteur
Et les débiteurs ont vraiment du mal à s'y retrouver, à comprendre la logique des décisions qu'ils reçoivent et à les décrypter. Et en fait, quand on mesure combien est importante la culpabilité qui généralement accompagne les situations de surendettement, on comprend pourquoi les débiteurs oublient très souvent de déclarer certains éléments essentiels pour déterminer leur capacité de remboursement et permettre qu'on traite leurs dossiers. Souvent, en fait, on les découvrait lorsqu'on avait des contacts directs avec les gens. Et en fait, on validait avec eux les données financières qu'on avait extraites de leur dossier. Et c'est comme ça qu'on arrivait à faire un travail le plus juste possible par rapport à leur situation. Aujourd'hui, dans les centres de traitement du surendettement, le travail est organisé par des pilotes de service qui décident d'opérations coup de poing, concentrés à un instant T sur certains stades de la procédure. Donc on traite à un moment la recevabilité, après on va faire les mesures à élaborer. Et puis peu importe qui traite le dossier, si ce sont des intérimaires, des stagiaires, des agents de cellules de renfort, ça devient anonyme, même s'il y a toujours un nom sur les courriers qui sont adressés aux gens, le nom d'une personne qui ne connaît pas forcément le dossier. Et puis en plus, ce nom change régulièrement au cours de la procédure. Et dans tous les cas, c'est très difficile de joindre la personne, puisque ont été mises en place également des plateformes téléphoniques qui limitent l'accès aux gestionnaires. Et bien souvent, les gens qui répondent soit au téléphone, soit qui font un accueil au guichet de premier niveau, répondent à des questions d'une manière très générale et qui ne sont pas toujours adaptées à la situation du débiteur. Alors, il a été question tout à l'heure des points conseil budget. Et je voudrais dire 2 mots dessus, parce qu'on n'a pas tout à fait le même discours à la Banque de France que celui qui est tenu à l'INC. En fait, les points conseil budget, je crois qu'ils ont été mis en expérimentation en 2016, si je ne me trompe pas, dans 4 régions de France, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie et Île-de-France. Je crois que c'est ça. Et en fait, le but de ces points conseil budget, à terme, c'était de négocier les dettes entre les clients et les créanciers. Donc en fait, de nous remplacer à nous. De nous remplacer à nous en fait, avec ce dispositif de point conseil budget, c'était en fait de type associatif. En fait, ces points conseil budget étaient censés avoir quelques salariés, des bénévoles, quelques salariés, qui effectivement, vous l'avez dit, devaient être financés par les créanciers. Donc nous, on voyait ça d'un très mauvais œil, le fait que le créancier finance le salarié. Donc comment le salarié peut-il avoir un œil neutre par rapport à un plan de remboursement qui serait établi, et puis il nous semble quand même qu'on était mieux placé pour avoir ce regard neutre dans le traitement des dossiers de surendettement. Alors, régulièrement, je vais sur Internet pour regarder où en sont ces dispositifs, quels sont les bilans des expérimentations qui ont été tenues sur certaines parties du territoire. Et je dois dire que moi, je n'ai pas vu grand-chose. Il devait y avoir un grand bilan en 2017, sur l'action 2017, je n'ai pas vu. Et la conclusion que j'en ai tirée, on en parlait hier, c'était de dire, finalement, moi j'ai l'impression que ça a été un peu abandonné. Pourquoi abandonné? Parce qu'en fait, il y a eu de grandes évolutions législatives au point de vue du surendettement qui a quasiment annulé toutes les procédures amiables qui étaient en vigueur jusqu'en 2017.
Et en fait, quand on traite un dossier de surendettement maintenant, on ne négocie plus la plupart du temps. Il y a encore quelques dossiers uniquement. La négociation amiable maintenant concerne uniquement les dossiers dans lesquels il y a des biens immobiliers. Sinon, tous les autres dossiers, il n'y a plus de négociation amiable. On impose nos décisions. On impose et on valide nos décisions. C'est même plus le juge qui valide comme à une époque. On valide nous-mêmes nos décisions. Donc, les points conseil budget ayant pour vocation de faire la partie amiable et la partie amiable ayant disparu, j'ai l'impression, bon, mais je peux me tromper, et peut-être vous en savez plus ici, que l'idée des points conseil budget a été abandonnée. Donc, dans les dispositifs que la Banque de France est censée mettre en place pour lutter contre l'exclusion, il y a également, je change de sujet là, l'éducation financière du public. Donc, pour ça, elle a mis entre autres un site en ligne qui s'appelle Mes questions d'argent, qui contient différentes informations et des aides pour apprendre à gérer un budget. Mais bon, ce site ne résout pas les problèmes d'insuffisance de ressources, qui sont quand même très souvent à l'origine des problèmes financiers des personnes. On va vous expliquer comment vivre avec 800 euros. Voilà, mais vous allez voir sur le site, il y a aussi, on vous explique comment on peut faire des économies. Par exemple, là, on est en période de Noël. Et donc, pour acheter des cadeaux pas chers, on peut acheter des cadeaux d'occasion. On peut aller chez Emmaüs. Il y a plein d'idées, là, franchement. Allez voir, c'est assez intéressant. Donc, un autre dispositif que l'État a demandé à la banque de mettre en place pour lutter contre l'exclusion, c'est la formation des travailleurs sociaux et des militants associatifs. Donc la banque fait de l'éducation financière des publics, que ce soit institutionnel, associatif ou professionnel, une priorité de son travail d'accueil. Pourquoi pas? Mais en même temps, pourquoi faire? Les associations, les assistantes sociales viennent en aide aux personnes qui veulent déposer des dossiers de surendettement. Donc les former, c'est bien, c'est parfait. Mais en fait, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour épauler toutes les personnes qui déposent un dossier de surendettement. Et dans tous les cas, il est aussi très important pour nous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de maintenir un contact direct entre les gestionnaires de dossiers et les gens qui déposent un dossier de surendettement. Ensuite, l'accessibilité bancaire. Donc l'accessibilité bancaire, c'est devenu un droit, ça a été dit par plusieurs intervenants, un droit indispensable répondant à une obligation légale de percevoir tout salaire dépassant 1 500 € par chèque ou par virement. Et à l'obligation légale également de limiter les paiements en espèces à des plafonds en fonction de la nature des transactions. Donc effectivement, tu l'as dit, 300 € pour payer aux finances publiques, c'est inscrit dans le marbre, et 1 000 € pour régler par exemple une facture à un artisan ou autre. Et en fait, d'où l'obligation donc de détenir un compte bancaire. Et la Commission européenne a fait des préconisations concernant l'accessibilité bancaire en 2011. Donc ces préconisations prévoyaient que les services bancaires essentiels doivent couvrir toutes les opérations nécessaires pour l'ouverture, la gestion et la clôture d'un compte de paiement, pour également les dépôts et le retrait d'argent sur ce compte, l'exécution d'opérations de paiement par virement ou par transfert de fonds, y compris par l'intermédiaire d'une carte de paiement. Ces comptes ne comprennent pas par contre la possibilité d'avoir un découvert bancaire. Par contre, la Commission précise que les États membres devraient garantir le compte de paiement de base, que le compte de paiement de base soit fourni gratuitement ou à un coût raisonnable. Dans ces préconisations, il n'y avait aucun critère exclusif pour obtenir ce compte de base. En France, on est loin d'entrer dans ce cadre, puisque les deux dispositifs qui existent, que ce soit le droit au compte ou l'offre pour la clientèle fragile, on a déjà parlé des deux, tous les deux concernent des catégories de personnes bien définies.
Donc le droit au compte s'adresse uniquement aux personnes qui n'ont pas ou plus de compte bancaire. C'est très limitatif parce qu'on voit que les personnes qui n'ont pas ou plus de compte bancaire ne sont pas les seules à avoir de grosses difficultés à faire fonctionner leur compte bancaire. Lorsque vous avez un découvert bancaire et que le banquier ne souhaite plus soit vous laisser l'utiliser, soit que vous n'aviez déjà pas d'autorisation à l'origine et qui veut vous le supprimer, toutes les ressources qui vont parvenir sur son compte vont être absorbées, merci, pour couvrir le découvert. Et en fait, très souvent, les gens se trouvent confrontés à une impossibilité d'utiliser leur compte bancaire et à une impossibilité d'accéder au droit au compte puisqu'ils ont un compte bancaire et que une des conditions pour obtenir un droit au compte, c'est de n'avoir pas de compte bancaire. Donc, nous, on pense qu'il faudrait que la procédure de droit au compte soit ouverte beaucoup plus largement à un public qui en a besoin. Et puis, je voudrais rappeler aussi ici que bien souvent, les associations ou même les conseillers, assistantes sociales ou autres, font une confusion. Une personne qui possède un compte nickel ne possède pas un compte bancaire. Un compte nickel n'est pas l'équivalent d'un compte bancaire. Et donc, la personne qui a un compte nickel a le droit, par contre, elle, d'obtenir un droit au compte par l'intermédiaire de la Banque de France. Voilà. On va passer. Je passe sur certaines choses que j'avais écrites qui ont été dites déjà sur l'offre spécifique. On n'est pas en avance, donc... Oui, ça tombe bien. Donc, vous avez des revendications parce que ouais. Là, on est dans les constats, effectivement, est-ce qu'on peut faire des demandes Pas que dans les constats, là, je viens de le dire. Oui, enfin, on voudrait que le droit au compte soit plus largement ouvert. Voilà. Ça, c'est une vraie demande, une vraie revendication. Ouais. Et puis, mais on voudrait aussi que les gestionnaires de dossiers de surendettement puissent continuer à travailler en direct avec les gens qui déposent. Ça fait aussi partie de nos revendications. Et aussi, ce qui fait partie, bien sûr, de nos revendications, comme des revendications de toute la CGT, c'est une augmentation du pouvoir d'achat, des ressources, des salaires, puisque c'est quand même la meilleure manière de lutter contre l'exclusion. Merci beaucoup à tous. Juste pour vous répondre sur la partie point conseil budget, parce qu'il faut effectivement expliquer quel était l'objectif de l'expérimentation et qu'est-ce qui se profile pour demain, parce qu'il y a en fait des choses qui se passent. Les points conseil budget, c'est parti d'un constat, c'est qu'il y avait plein de gens en difficulté financière qui n'allaient jamais voir les services sociaux par cet effet stigmatisant, ou qui avaient peur qu'on leur prenne leurs enfants s'ils déclaraient des choses sur leurs problèmes d'argent. Ces gens-là ne voulaient pas non plus négocier avec leurs créanciers parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ni avec leur banque. Et beaucoup de ces gens-là aussi, qui venaient dans nos permanences du DAF, Assaut de consommateurs, ils ne voulaient pas non plus déposer des dossiers de surendettement à la Banque de France, parce que pour eux, c'était la honte suprême. C'était une forme d'échec social de déposer un dossier. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Et c'était assez partagé par d'autres réseaux. Et du coup, cette idée des points conseil budget, c'était d'avoir des structures neutres, comme vous avez dit, des structures neutres qui puissent donner des conseils objectifs. Donc toute la question que nous on a portée, parce qu'on est le premier réseau des points conseil budget de niveau 1 de proximité, c'était, mais nous on veut une neutralité. On ne veut pas dépendre des financements des créanciers, comme vous l'avez dit. Là, le cas que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle les points conseil budget de niveau 2. Des structures comme Crésus, qui elles sont financées directement par les créanciers en fonction du nombre de dossiers. Et nous on ne voulait pas rentrer là-dedans, et on conteste la légitimité des PCB de niveau 2 pour donner des conseils objectifs, étant donné qu'ils sont financés par un tel ou un tel. Et donc ça, on l'a poussé au niveau national, et ça a été reconnu. A priori, les points conseil budget de niveau 2 vont disparaître. Dans la généralisation, puisque ça a été annoncé, la généralisation des points conseil budget en 2019.
dans le cadre de la stratégie pauvreté. Et donc notre métier dans les PCB de niveau 1, c'est quoi? C'est de faire l'information tout public, et là on aura besoin des personnels de la Banque de France. C'est faire un diagnostic de l'ensemble du budget, et de comprendre surtout les causes des difficultés. Et là, c'est du travail social. Et nous, dans les UDAF, on a des travailleurs sociaux. Parce que bien souvent, les problèmes d'argent, c'est aussi des problèmes de couple, des problèmes familiaux. Il n'y a pas que des aspects pouvoir d'achat. Et donc ça, on ne peut pas le voir si on n'a pas cette compétence-là. Et derrière, on va réorienter les gens vers les outils les plus adaptés. Parfois, ça sera un dossier de surendettement. Et on va passer une énergie folle à les convaincre que c'est dans leur intérêt de déposer. Et souvent, ils ne nous entendent pas, mais ils sont libres. Et derrière, ça peut être de la négociation de dette, mais c'est que dans 5% des cas qu'on fait de la négociation de dette, où derrière, on va réorienter vers d'autres travailleurs sociaux ou d'autres structures plus spécialisées en fonction des causes. Et donc, ces points conseil budget, c'est pour tout public, et c'est notamment pour les gens qui n'iront jamais déposer un dossier à la Banque de France, ou en tout cas, ils passeront par nous pour le faire, en tant qu'intermédiaire de confiance, ou qui n'iront jamais voir les services sociaux. Et donc on est complètement d'accord avec vous pour que ce ne soit pas financé par les créanciers. Donc ça, on a réussi à l'obtenir. Il y a des financements publics qui ont été votés en loi de finances à la fin de l'année pour financer par l'État les points conseil budget. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu des évaluations. Elles ne sont pas très connues, effectivement, mais il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a dit les PCB2, c'est n'importe quoi, comme vous et comme nous. Et les points conseil budget, en revanche, c'est efficace. Et il y a l'Inspection générale des affaires sociales qui a fait des études auprès des gens. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens qui sont accompagnés? Ils disent, j'ai apprécié d'avoir des solutions concrètes à mes problèmes. Il y a un aspect un peu technique. Mais le plus important, c'est que les gens m'ont écouté. Et ils ont pris le temps de m'écouter. Donc là, on retrouve le côté humain que vous aviez dans les services sur endettement à l'époque à la Banque de France, que vous avez peut-être un peu perdu, malheureusement. Et nous, on est aussi universalistes, on veut apporter des services aux gens. Alors si c'est pas possible dans telle structure, on va le faire dans d'autres structures, mais on a plein de choses à faire parce qu'on a tous beaucoup de travail, donc il va falloir qu'on se coordonne. Et les points conseil budget, ils ont vocation à coordonner la Banque de France, les services sociaux, les créanciers, dans l'objectif de conseiller les gens. C'est ce qu'on va essayer de faire avec vous. Ça demande du travail de coordination, bien entendu, au plus près des gens et des territoires, mais on va essayer de le faire. Quand vous avez fait le colloque, et j'ai trouvé justement que ce qui avait été fait, de mettre ensemble plusieurs acteurs de différentes associations, et d'ailleurs l'INC y était présente aussi, et j'ai trouvé que c'était justement intéressant, et le contexte était particulièrement propice à dénoncer un peu tout ce qui se passait. Je me souviens d'ailleurs que presque vers la fin de ce qu'on a entendu, il y avait un directeur du Crédit Agricole qui n'était pas d'accord du tout avec ce qui avait été dit, et il s'était mis un petit peu en colère, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait étonnant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et dans ce que vous avez dit, tous d'ailleurs, tous les intervenants, sur les frais bancaires notamment, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est absolument monstrueux de ce qui est prélevé sur les comptes des gens qui sont déjà en difficulté. Et alors après, on peut ne pas s'étonner de ce qu'on voit dans les ronds-points, effectivement, et qu'ils ont bien raison de continuer à le faire, parce qu'apparemment, comme vous l'avez dit également, c'est quand même une question de revenu, et que pour l'instant, le revenu, il est encore pas là. Donc bon, je pense que ça, c'est intéressant de savoir qu'il faudrait qu'on continue à faire ce qui a été fait par l'UNAF, et je pense que ce qui est fait aujourd'hui encore par Adekosa, je trouve que c'est intéressant également, qu'il faudrait que, justement, cette perspective comment je pourrais dire ça, de contraindre le gouvernement notamment à plier sur ces points-là, ne pourra se faire que si nous continuons à être ensemble. On en a discuté un petit peu ce matin, mais quand on dit les frais bancaires, effectivement, il faut les prendre dans leur globalité, parce que, bon, je l'ai soulevé, il m'est arrivé, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'étais au prélèvement automatique et j'ai pas vu qu'il y avait eu un rejet un an et demi auparavant, c'était sur la cantine de ma fille.
Et je me suis tapé un ATD 1 an et demi après, sans que personne me dise quoi que ce soit. C'est un avis à tiers détenteur. Avis à tiers détenteur. Et effectivement, pour 120 €, c'est-à-dire que je devais au Trésor public local, on m'a prélevé, la banque m'a prélevé 120 € de plus. Donc ça aussi, il faut que ça soit aussi dénoncé, ces pratiques, qui à mon sens, c'est ce que disait Aurélien tout à l'heure sur la bouée en plomb. Et je pense que là effectivement, il faut dénoncer ces pratiques parce que finalement, on s'aperçoit que on devient un marché nous-mêmes. C'est-à-dire que vous avez le top niveau, puis les gens un petit peu moyens financièrement deviennent un marché potentiel, même si en gros on leur vend du... Donc ça, je voudrais dire ça là-dessus. Et autre chose, je l'ai dit aussi ce matin, à un moment donné, ce qui devenait, moi je le dis, intolérable, on a parlé de Crésus, mais moi je l'ai vécu aussi avec, et pourtant j'aime beaucoup les gens qui travaillent à la Fondation Abbé Pierre, mais à un moment donné, quand vous êtes au Sénat par exemple, j'avais été avec Patrice Bouillon au Sénat, et bien à un moment donné on s'exprime en tant qu'association de consommateurs, on a dit non, l'essentiel est fait, Crésus et la Fondation Abbé Pierre en parlaient. Et on nous met même en concurrence avec ces associations-là. Et dans un autre domaine que je connais très très bien, c'est sur l'économie circulaire. Pour une Poisson, la ministre, là, finalement, l'interlocuteur principal dans l'économie circulaire, c'était la Fondation Abbé Pierre pour créer des petits boulots. Des petits boulots dans les ressourceries, etc. Donc, à un moment donné, moi, c'est là que j'appelle de mes voeux, finalement, enfin, tous tous ceux qui ont envie d'avancer, les associations, etc., qu'on aille ensemble, et les organisations syndicales, mais en même temps, méfions-nous des faux nez. Je le dis parce qu'à chaque fois, on se fait bananer à cause de ça. Précision sur la première intervenante de l'INC, parce que lorsque vous avez épongé, donc, vous avez fait une catégorisation des personnes qui sont en difficulté, vous avez fait ressortir une autre catégorie de personnes dont on ne parle pas. Et vous avez ressorti vers la fin, avec votre étude macroéconomique, ce que les banques gagnaient à partir de ces revenus. Voilà. Mais on a eu l'impression que vous avez eu du mal à avoir les chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas? Oui, vous avez eu du mal. Voilà, tout à fait. Ce que disait aussi Aurélien, c'est que c'est la boîte noire dont parle Aurélien. C'est la boîte noire, compte tenu des... Je me dis qu'il y a quand même des institutions, peut-être pas le ministère de l'économie, qui peuvent vous permettre quand même d'avoir des données. Parce que cette boîte noire, c'est dû à quoi? Dans ces commissions, il y a tout. Dans une grille tarifaire d'une banque, je crois qu'il y a entre 600 et 650 lignes. Dans ces 650 lignes, il y en a les 3/4 qui sont classifiées comme des commissions. Mais elles ne sont pas toutes des commissions d'incident de paiement. Donc si vous voulez, ce qui est très compliqué d'avoir, c'est une finesse dans les commissions qui sont payées. Et je pense que même l'autorité de contrôle du secteur, qui est la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui, elle, a les moyens d'obtenir des informations. Même cette commission, je pense, n'a pas cette finesse de détail. Fédération Banque Assurance, CGT, je voulais juste compléter ce que vous venez de dire, y compris dans les CE, nous n'avons pas le détail entre les frais de commission quand on vend un produit d'assurance vie, par exemple, et les frais de la tarification des services. C'est voulu de la part des banques, mais c'est voulu aussi de la part de la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France, il y a quelques années, avait dit qu'il était hors de question de donner des données aussi fines. Donc c'est bien pour une raison. On demandait à ce que les revenus augmentent, mais on le voit bien. Si derrière tout part en frais d'incident, en fait ça devient une subvention pour les banques. Ouais, parce que évidemment, je suis d'accord pour plafonner les frais d'incident que les banques prennent, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si j'ai parlé plusieurs fois d'insuffisance des ressources, c'est parce que, en fait, dans les dossiers qui sont déposés chez nous à la Banque de France, il y en a 50% pour lesquels, une fois qu'on saisit les données financières des ressources et des charges, on arrive
à un calcul négatif. On n'a pas de capacité de remboursement. Donc je maintiens qu'il y a réellement une insuffisance de ressources, au moins pour la moitié des dossiers de surendettement. Patrice Moreau, Indécosa CGT 95 dans le Val d'Oise. J'ai eu une formation il n'y a pas longtemps de Indécosa CGT où Véronique était là pour nous présenter les dossiers de surendettement et une travailleuse sociale avant elle nous a expliqué comment elle travaillait. Et c'est ça que je veux dire à propos du compte nickel. Souvent, quand une conseillère, une travailleuse d'un département social intervient comme ça, c'est que souvent, il y a une dette de loyer et une expulsion. Et là, il faut faire vite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas s'embêter. Hein. Ils plantent la banque, ils demandent de planter sa banque et d'ouvrir tout de suite un compte nickel, parce que c'est facile. Voilà, c'est tout. Donc, le problème du compte nickel, c'est ça, c'est que souvent, les travailleurs sociaux fonctionnent comme ça parce qu'ils travaillent à l'arrache. Il faut faire vite, parce qu'il va y avoir une expulsion bientôt, alors donc il faut travailler vite. Le problème, c'est que le compte nickel, c'est ce que disait Bernard aussi dans la formation, c'est pas une banque. Les frais sont forts, et en plus, si un jour elle nous plante, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de fonds de garantie. Mais pour les travailleurs sociaux, c'est facile. Voilà, c'est de la facilité tout de suite, comme ça au moins on plante la banque, on arrête tous ces frais et après on retravaille avec la Banque de France pour un dossier de surendettement et on remet tout à plat. Voilà.